Touré. Vous continuez naturellement de parler de la présidentielle américaine avec le professeur Ousmane Sène. C'est à vous. Merci beaucoup, Cherif Diop. Il est le directeur du WARC, le West African Research Center, et il va revenir avec nous sur la présidentielle américaine, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est également spécialiste des questions américaines. Bonsoir, professeur. Merci d'être là. Bonsoir, Madame Touré. D'abord, les premières tendances qui se dessinent. Jusqu'à présent, on n'en sait pas plus entre Trump et Biden qui a remporté la présidentielle. Que peut-on imaginer pour la suite des événements? Il y a deux scénarios. Soit Biden conforte l'avance qu'il a sur Donald Trump et creuse davantage l'écart, ou bien alors Donald Trump le rattrape et le devance au point d'être le premier à avoir 270 grands électeurs. Parce que tout se décide au niveau d'États qu'on appelle les battleground states. Il faut batailler dur là-bas pour remporter, parce que c'est des États qui sont ce qu'on appelle les États pivots. C'est-à-dire que c'est pas... Ces États-là, pour la plupart, ne sont ni le bastion du Parti républicain, ni le bastion du Parti démocrate. Ou bien alors, l'autre donne, c'est qu'il y a eu tellement d'Américains qui ont voté que finalement, la prépondérance qu'un parti pouvait avoir sur un de ces États, c'est peut-être égratigné. Et au départ, si vous permettez, oui, bien sûr. En fait, c'est ça qui a trompé tout le monde. Le fait qu'il y ait eu tous ces millions plus d'Américains qui ont voté par anticipation et qui ont voté par correspondance, tout le monde se disait quelque part, oui, mais c'est un engouement des Américains après l'appel de Barack Obama et de Biden pour aller voter afin de faire tomber Trump. Et quel est le poids de ce vote, justement, le vote par correspondance? Ah, mais il est extrêmement important. C'est pour ça que, bon, d'un côté, Biden voudrait qu'on décompte tous les votes et qu'aucun vote ne soit perdu, et que de l'autre, vous avez Donald Trump qui essaie de faire annuler des votes par des juges. Bon, ça c'est la relation, je dis, bon, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est la relation entre l'exécutif et la justice, et je crois que, bon, les juges, même s'ils appartiennent à des partis politiques, c'est-à-dire, ils ne sont pas de politiciens, mais ils ont leur carte d'électeur et leur carte d'appartenance à un parti politique, je crois quand même qu'ils ont conscience du fait que ils ne sont pas là pour Biden ou ils ne sont pas là pour Donald Trump, mais ils sont là pour le peuple américain et diront peut-être le droit. C'est quoi un grand électeur? Parce qu'on s'arrête très souvent sur cela et on a envie de savoir qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence. Mais je suis content que vous posiez la question parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler de la politique américaine, mais souvent je n'ai pas eu l'occasion de parler de ces grands électeurs. Je vais vous expliquer à quoi ça consiste. Il y a 538 grands électeurs au total. Et si vous voyez 538, ça correspond avec le nombre de sénateurs 100 et le nombre de représentants dans la Chambre des représentants. Plus 3 grands électeurs qui appartiennent pas à l'État de Washington, mais à la ville de Washington. Parce que Washington n'est pas un État. C'est là où il y a la capitale fédérale. Un État ne peut pas abriter la capitale fédérale parce qu'à partir de ce moment, il aura trop de pouvoir par rapport aux autres États. Donc, Washington, la ville qui est la capitale, est dans ce qu'on appelle le District of Columbia. Comme on ne veut pas que les votes soient nuls pour une partie quelconque des États-Unis, on a décidé que tous les petits États qui n'arrivaient pas à faire la mesure, on allait leur assigner de droit 3 électeurs. Ça, c'est le minimum. Voilà. Les grands électeurs, donc, vous les avez. Les principaux, les États où il y a le plus, c'est en fonction de la population. La Californie a la plus grosse population, 55. Le Texas aurait à peu près 38, je crois. La Californie a 28. Et les autres États qui viennent, 15, 14, 17, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à ces 3-là. Comment ça fonctionne? Les grands électeurs ne sont pas des hommes politiques. Très bien. Pas nécessairement. Les grands électeurs... Non, ils ne sont même pas des hommes politiques. Quelqu'un qui a une position élective ne peut pas être un grand électeur. Si vous êtes sénateur, vous ne serez jamais grand électeur. Si vous êtes représentant ou gouverneur, vous ne le serez pas.
Donc, c'est certainement des personnalités dans les États choisis par l'un ou l'autre parti politique. Mais comment ils sont choisis? Chaque parti organise certainement des réunions entre eux pour déterminer en qui ils ont confiance pour lui confier la fonction de grand électeur. Et c'est ces gens-là qui, en décembre, vont devoir se réunir pour confirmer que le vote populaire a donné telle personne pour vainqueur. Cette personne-là va diriger les destinées des États-Unis pendant 4 ans. Mais à condition que le nombre de votes populaires que vous avez corresponde à la majorité des grands électeurs. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si vous gagnez les petits États au point d'avoir un fort taux de vote populaire, vous n'aurez pas beaucoup de grands électeurs. C'est pour ça que les États qui sont en jeu maintenant, c'est les États où les grands électeurs sont nombreux. Enfin, pas aussi nombreux que la Californie, mais la Pennsylvanie, le Michigan, Wisconsin, Arizona et Georgia. Pendant ces jours qui vont venir, il faudrait que Biden emporte le plus grand nombre de grands électeurs, ou alors que Donald Trump emporte le plus grand nombre d'électeurs. S'ils sont ex aequo, comment les départager? À partir de ce moment, c'est le truc, c'est le Congrès. S'ils sont ex aequo, c'est le Congrès et c'est la Chambre des représentants qui sera chargé de se réunir pour élire le président, pendant que le Sénat, lui, se réunira pour élire le vice-président. Si maintenant, autour de cela, il y a le problème, à partir de ce moment, la gestion des États-Unis sera confiée au Congrès. Au Congrès des États-Unis, regroupant les sénateurs et les représentants. Professeur. Oui. Il y a 4 ans, oui. Hillary Clinton avait la faveur des pronostics. Oui. Mais au dernier moment, Trump a réussi à le coiffer au poteau. Oui. Et on renforce. Aujourd'hui encore, est-ce qu'il a la possibilité de rééditer cet exploit? Oui, il a la possibilité. C'est ouvert. C'est ouvert parce que l'écart 238 à peu près et 214, si vous savez, c'est ça. Si vous savez que dès que vous gagnez un État, c'est tous les gros États, vous avez 10, 18, 20 grands électeurs, mais l'écart peut se combler très rapidement. Et je renforce ce que vous avez dit. Vous vous rappelez la bataille entre Al Gore et le George W. Bush pendant près d'un mois, en 2000, on ne pouvait pas proclamer les résultats parce que tout simplement, il y avait une donne incertaine. La question, c'était qui avait remporté la Floride. Et celui qui remportait la Floride ramasserait nécessairement les 28 grands électeurs, si mon compte est bon, je ne me rappelle pas tous les chiffres, et immédiatement aurait la majorité. Donc cette majorité, 270, c'est ça qui importe. Madame, je voudrais ajouter aussi quelque chose. Oui. Le système politique des États-Unis s'apparente à ce qu'on appelle au Sénégal Raougadou. Vous prenez le Michigan, par exemple. Supposons que le Michigan ait une population de 10 millions, je ne me rappelle pas exactement. Et vous remportez 5 millions plus une voix, vous avez la majorité. Même d'une courte voix, toutes les voix de grands électeurs qui sont dans le Michigan, vous l'emportez. Et votre adversaire à 0. Quel que soit le nombre important de personnes, vous avez une voix majoritaire, c'est fini. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les États, ou en tout cas certains, mettent du temps pour le dépouillement? Oui, mais ce qui s'est passé... alors, ça aussi, c'est le fédéralisme américain. Autant la plupart des lois fondamentales sont dans la Constitution et doivent être respectées par tout le monde, autant on donne une certaine latitude dans certains États pour pouvoir gérer un certain nombre de problèmes. Par exemple, la Pennsylvanie a la possibilité de décompter les voix jusqu'à vendredi. Mais cette loi ou cette possibilité ne s'applique pas à tous les États puisque c'est des questions internes aux États. On leur donne la latitude de déterminer. Cette année, ça va être un peu long. Du fait que le nombre d'Américains qui se sont déplacés ou qui ont voté par correspondance ou qui ont voté de manière anticipée dépasse ce qu'on pouvait imaginer. Donc, vous avez beaucoup plus de nombre de personnes à décompter. Ça, c'est un. De deux,
les voix qui ont été envoyées par vote anticipé, c'est très facile parce que vous allez dans les bureaux de vote, vous votez. Ceux qui ont voté il y a 10 jours, on a déjà compté leurs voix. Mais ceux qui ont voté par correspondance, c'est la Poste aux États-Unis. C'est pour ça que la Poste a été l'objet d'une polémique avant l'élection. Parce que Donald Trump a essayé de faire en sorte d'affaiblir la Poste. Il y a même dans des villes dans lesquelles les boîtes postales, là où vous devez mettre votre... Ils les ont réduits. Rien que pour jouer un peu sur l'échéance électorale. Donc, tous ces votes-là qui viennent par la Poste, jusqu'au soir, je crois, du 3, il faudrait les compter. Ça prend beaucoup de temps. Plus maintenant, les votes les votes anticipés. Les résultats provisoires sont attendus, les définitifs. Au plus tard, non, les résultats définitifs, c'est les grands électeurs en décembre. Mais les résultats qui seront la clôture du processus électoral, si on en juge par ce qui prévaut en Pennsylvanie, il faut attendre vendredi. D'accord. Parce qu'il y a des États qui sont petits, ils ont déjà fini peut-être. Il y a des États qui sont grands, ils n'ont pas encore fini, mais la loi interne leur interdit d'aller au-delà d'une certaine date. L'exemple, la Pennsylvanie ne peut pas aller au-delà de vendredi. Donc la Pennsylvanie a le deadline le plus long, peut-être, ou l'un des plus longs. Je crois qu'à partir de vendredi, il sera légitime de s'attendre à ce que quand même on puisse prononcer un résultat qui ne sera que provisoire parce qu'il sera confirmé par les grands électeurs. On s'arrête sur quelque chose. Au regard de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, la démocratie américaine est-elle dévoyée par le président sortant? Écoutez, moi j'ai toujours dit, et je l'ai dit tous ces jours, la démocratie, ce n'est pas une question de loi parfaite. La démocratie, ce n'est pas une question de constitution parfaite. La démocratie, c'est une sorte de gentleman agreement. On s'entend sur des principes qui sont des principes forts, des principes fondateurs, et puis on continue. La question des mandats des présidents aux États-Unis, mais ça s'est réglé comme ça. Il y a un président, longtemps, qui s'appelle Ulysses Grant, qui, après les 2 mandats, se sentant assez fort, et sentant qu'il était assez populaire, a voulu forcer pour un troisième mandat. La presse en est pris, on l'a accusé de césarisme, et cette tentative a avorté. Mais nulle part, il n'est dit que ce n'est pas possible, mais quelque part, il y a un consensus qui veut que si vous faites 4 ans 2 fois, vous devez pouvoir avoir le sentiment d'avoir accompli ce que vous deviez faire pour votre pays et laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc... aujourd'hui, on annonce la mort de l'Obamacare, qui est l'assurance pour tous. Oui. Si le cas échéant, est-ce que ce ne serait pas une régression pour les Américains? Si le cas échéant, oui. Si jamais Donald Trump passe et réussit quand même à supprimer l'Obamacare, est-ce que ce ne serait pas une régression? Oui, mais il est contre l'Obamacare. C'est-à-dire que Donald Trump, tout ce qui sent Obama, il veut détruire. Ça, quand même, c'est pas par préjugé que je le dis. Même si c'est une assurance quand même qui est excellente pour toute la population américaine. Oui, mais il a son idéologie. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Et il y a l'idéologie américaine qui est importante. Pour nous, il faut toujours essayer d'aider les pauvres. Peut-être quelque part, il y a des gens qui pensent que si vous êtes pauvre, vous avez tort. La doctrine puritaine, qui est le fondement des États-Unis, qui ont été créés par la religion en partie, a cette notion de ce qu'on appelle les élus de Dieu. Les élus de Dieu sont ceux-là qui ont été choisis délibérément par Dieu pour être ses protégés. Et quand les gens dans la religion puritaine ont posé la question, mais comment peut-on savoir, on n'est pas encore mort, on est bien loin de Dieu physiquement, mais comment peut-on savoir qu'on est un des élus de Dieu? On vous dit, God certainly will send you signs. Dieu assurément va vous envoyer des signes. Donc, le fait d'être prospère, d'être riche, ça aussi c'est un signe que vous êtes élus de Dieu. Mais les pauvres, c'est comme s'ils étaient damnés.
Ça, c'est l'Amérique lointaine. Mais jusqu'à présent, ce fondement-là est toujours là et qu'il y a beaucoup, peut-être, qui ne sentent pas le besoin de venir en aide aux pauvres. Parce que si vous venez en aide à un pauvre, vous l'encouragez dans l'oisiveté, à se complaire à être pauvre parce que c'est les autres qui règlent ses problèmes. Donc, il y a cette idéologie, plus l'idéologie de Barack Obama et des démocrates, qui sont beaucoup plus proches pas du socialisme. Le socialisme, c'est un mot banni aux États-Unis, mais le welfare state, c'est-à-dire que l'État ne doit pas toujours intervenir. Attention, c'est un pays du capitalisme, mais il y a un seuil, il faut que l'État intervienne pour aider la population. Mais professeur, on parle ici de santé publique, on ne parle pas d'opulence, on parle de santé publique. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'Obamacare, écoutez, Obamacare, c'est un programme d'assurance qui permet aux plus pauvres de pouvoir accéder aux soins de santé. Mais il faut bien que l'État intervienne pour que ça soit possible. Parce que, pourquoi on les aide à avoir l'assurance santé ou l'assurance maladie? Parce que si vous ne payez pas, vous ne l'aurez pas. De même, il y a d'autres Américains qui sont en welfare. Ça veut dire, tous les mois, on leur donne des tickets pour qu'ils puissent aller manger. Donc, cette assurance-là, Donald Trump n'en veut pas pour deux raisons. Parce que c'est donner de l'argent aux gens sans justification. De l'autre, c'est l'invention de Obama. Obama, il faut qu'il disparaisse totalement de la scène. On s'arrête sur la politique étrangère des États-Unis. Quel est le regard que vous portez sur ce que Trump a déjà fait durant ces 4 ans? Si on se concentre sur l'Afrique, je crois que moi je ne peux pas dire qu'il y a eu un ralentissement parce que j'ai vu les institutions américaines, aussi bien aux États-Unis qu'ici fonctionnaient. L'USAID fonctionne toujours comme elle a l'habitude de fonctionner. Le MCC a été confirmé et sous Trump, on va bientôt mettre en œuvre un programme que Obama avait créé et que peut-être Donald Trump a oublié ou peut-être qu'il n'est pas au courant. C'est un grand programme fait pour les jeunes africains et qui s'appelle YALI, Young African Leaders Initiative, dont d'ailleurs le WARC, mon centre, est l'un des organismes exécuteurs. Tout ça, ça fonctionne jusqu'à présent sans anicroche. Donc les 4 années de Trump ne nous ont pas empêchés de fonctionner normalement. Mais l'autre question qu'il faut poser, c'est que est-ce que Trump a pris des initiatives comme le faisait Bush, comme l'a fait Obama? Je n'en vois pas pour le moment. À la limite, il y a eu ces mots qui n'étaient pas très agréables qu'il a prononcés contre nous. Et je me dis, bon, s'il y a un changement, Biden, c'est assurément sûr qu'il y aura un changement. Trump, peut-être qu'il va se réveiller. Ça fera la différence avec un démocrate à la tête. Oui, ça fera la différence, mais je dis, peut-être que s'il y a un changement, Trump va bientôt brusquement au milieu de la nuit se réveiller et dire, j'avais oublié, il y a l'Afrique quand même, il faut que je casse quelque chose. Peut-être bien, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que il ne faut pas toujours qu'on voit l'intervention des États-Unis à travers les présidents. Vous savez, il y a beaucoup de choses. C'est le secteur privé américain. Nous, de quoi avons-nous besoin? Des investissements. Ce que le président fait peut prendre des centaines et des centaines d'entrepreneurs, comme Obama l'avait fait, et les amener en Afrique et leur dire, discutez avec vos pairs et investissez. Mais, à part l'aide publique au développement, mais ce n'est pas l'État américain qui investirait en Afrique. Mais ce qu'on souhaite véritablement, moi je l'ai toujours dit, que les Américains entrepreneurs, surtout les Noirs, se réveillent pour savoir qu'il y a un continent qui est en train d'avancer et qui s'appelle l'Afrique. Et s'ils ne viennent pas, mais ils vont perdre devant les Chinois et devant les autres. Merci beaucoup, professeur Ousmane Sène, le directeur du WARC et spécialiste des questions américaines. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Excellente soirée en compagnie des programmes de la TFM.